Sawadougou, Ouagadougou, Sénéfou. La suite de l'actualité avec la Somalie, 2 civils au moins ont été tués lors de violents affrontements hier soir autour du marché de Mogadiscio. Des insurgés armés de grenades et de fusils ont attaqué une garnison de soldats gouvernementaux dans ce quartier pauvre situé en plein cœur de la capitale. Un porte-parole de la police a déclaré que les assaillants avaient été repoussés. Il s'agit des affrontements les plus violents signalés depuis la création il y a une semaine d'une nouvelle alliance de l'opposition décidée à chasser par la voie diplomatique ou militaire les troupes éthiopiennes déployées dans le pays pour soutenir le gouvernement provisoire. Le dossier sur la RDC avec tout d'abord la visite surprise du président Kabila dans le Nord Kivu, Joseph Kabila, qui est arrivé ce matin à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, où de récents combats ont opposé soldats loyalistes et dissidents. Nick Jocelyn Foupa pour les détails. Le chef de l'État est arrivé vers 9h, 7h GMT à l'aéroport de Goma, où un important dispositif sécuritaire était au rendez-vous, accompagné d'une délégation de conseillers et des représentants des autorités locales. Il est sorti à pied de l'aéroport en direction du centre-ville. Cette visite, qui n'a pas été annoncée et dont on ignore la durée, intervient dans un contexte très tendu au nord Kivu. Du 27 août au 8 septembre, des combats ont opposé des forces armées de RDC à des soldats ralliés au général déchu Tutsi congolais Laurent Nkunda sur plusieurs fronts avant l'instauration d'une fragile trêve sous forte pression de la mission de l'ONU en RDC. Depuis, des accrochages sporadiques ont opposé des troupes kundistes et différents groupes rebelles, notamment des miliciens locaux Maya Maya et des rebelles Hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Les partisans de Kunda dénoncent une alliance entre le FARC et les forces démocratiques de libération du Rwanda, accusées par Kigali d'avoir activement participé au génocide rwandais de 1994, essentiellement dirigé contre la minorité Tutsi. Kinshasa a refusé toute négociation avec Kunda et a appelé ses hommes à rejoindre le processus national de réforme de l'armée dit de brassage après l'échec du processus de mixage qui visait l'intégration de troupes dissidentes à l'armée régulière après des combats au nord Kivu fin 2006. Cette visite à Goma est la première effectuée par Joseph Kabila dans la région depuis décembre 2006. Il s'était alors rendu à Sake, une ville à 30 km au nord-ouest de Goma, dont s'étaient brièvement emparés les kundistes avant d'être chassés par les casques bleus. Jocelyn Fouba, nous restons en RDC où les communes environnantes de la localité de Siaker, à 27 km au nord Kivu, sont sous contrôle des casques bleus de la Monique. Les militaires fidèles à Laurent Nkunda ont finalement abandonné donc depuis hier la ville de Sake toutes les positions qu'ils occupaient dans ces collines. Le porte-parole de la Monique confirme cette information. Son nom Michel Bornado, le calme est revenu dans le coin du nord Kivu. Le porte-parole de la Monique au micro de nos confrères de la radio Capé. Vous vous rappellerez que le 8 septembre, le général de la brigade du Nord Kivu, le général Signe, s'était rendu sur place avec le général Kayembe et avait appelé les éléments dissidents à quitter les positions qui menacent les zones urbaines. Donc, c'est chose faite. Les troupes de Laurent Nkunda se sont retirées de la colline abritant l'antenne Celtel qui surplombe la ville de Sake et qui, en fait, menaçait les populations sur place. Ces positions sont maintenant occupées par les troupes de la MONUC. La situation sur place? La situation est calme puisque la menace en fait que posaient les troupes des éléments dissidents s'est retirée à quelques 2 kilomètres de la ville. Le porte-parole de la MONUC au micro, nos confrères de la radio Okapi. Nous restons toujours en République démocratique du Congo avec seulement 2% de la population active de ce pays qui travaille formellement. C'est là le premier diagnostic établi par Marie-Ange Luteyama, la ministre du Travail, à l'occasion du Forum national de l'emploi qui s'est ouvert hier à Kinshasa. L'objectif affilié au Forum est de dégager une politique nationale de l'emploi. Le Forum qui a réuni plusieurs experts nationaux et internationaux ainsi que les membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter Marie-Ange Luteyama, la ministre du Travail de la RDC, qui revient sur les objectifs de ce Forum. De lever de manière concertée les options sur les axes stratégiques de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. De valider et adopter des programmes et projets pilotes sur l'emploi pour une rapide
rapide mise en œuvre du PAP du gouvernement. Formuler de manière concertée des recommandations pour une meilleure prise en compte de l'emploi dans la mise en œuvre du DCRP. Valider les mécanismes de mise en œuvre des recommandations du Forum national sur l'emploi. Trouver des solutions pour l'amélioration de la gouvernance de l'emploi. Dans ce sens, les résultats attendus de ces assises seront de valider et adopter les programmes et projets pilotes plan national pour l'emploi et la lutte contre la pauvreté en vue de la mise en œuvre adéquate du programme d'action prioritaire du gouvernement, harmoniser le fonctionnement des mécanismes publics et privés en charge de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et de la protection sociale pour une meilleure contribution à la mise en œuvre harmonisée du PAP. Marie-Ange Luteyama, ministre du Travail du Congo. En Provence-Orientale, la pénurie de carburant, c'est une pénurie de carburant qui se fait sentir dans la ville de Fouro, à environ 600 km au nord-est de Kisangani. Une pénurie qui est la conséquence de la décision du ministre congolais des Transports et de la Communication interdisant la circulation des camions-citernes qui approvisionnent cette ville en carburant. Conséquence, la Société nationale d'électricité a du mal à faire fonctionner sa centrale thermique et du coup, la ville est dans le noir et les petits commerces tournent au mal. André Quitté, mais de la radio Okapi Reportage. Depuis la dernière mesure du ministre congolais des Transports interdisant l'exploitation aérienne congolaise par des appareils Antonov, l'approvisionnement en carburant est devenu quasiment impossible à Isiro. D'autres voies qui pouvaient être exploitées sont quasiment inexistantes. Les routes sont en mauvais état. Le chemin de fer, autrefois la principale voie d'accès de divers produits, est fermé depuis près de 15 ans. Cette situation met la ville d'Isiro en état d'enclavement total. Déjà, les conséquences du manque de ravitaillement en produits pétroliers et autres se font sentir. À titre illustratif, un litre de carburant qui se vendait à 1000 francs congolais revient aujourd'hui à 1400 francs congolais. Une bouteille de bière Primus qui coûtait 1200 francs congolais se vend aujourd'hui à 1800 voire 2000 francs congolais. Ajoutez à cela la hausse de prix des denrées de base usinées par des petits groupes électrogènes tels que la farine de maïs, de manioc et le riz. Pour désenclaver leur milieu, les opérateurs économiques du Haut-Ouélé souhaitent carrément la levée de la mesure qui frappe actuellement les Antonov. Les coupures récurrentes de l'électricité, justement, on en parle, elles sont de moins en moins supportées par les populations, des populations écœurées par 2 jours d'absence d'électricité. Et cela se passe au Cameroun. Ces populations écœurées donc par ces 2 jours de manque d'électricité ont violemment manifesté dans la rue. Bilan, 2 personnes tuées et plusieurs blessés. Dans la capitale, Yaoundé, où nous retrouvons Modeste Mefenza. 2 semaines sans électricité, les habitants de la ville de Bomban, à l'est du Cameroun, n'en pouvaient plus. C'est pour manifester leur mécontentement qu'ils sont descendus dans les rues. La manifestation s'est alors transformée en affrontement entre population et forces de l'ordre. Bilan, 2 personnes tuées, plusieurs blessés, dont certains dans un état grave, de nombreux édifices publics brûlés, tels que la préfecture de la localité. Ces événements violents dans une localité pourtant réputée calme ont amené le gouvernement camerounais à réagir rapidement. Le ministre de l'Énergie a tout de suite envoyé dans la localité une équipe de techniciens et d'ingénieurs afin de procéder à la réparation des pannes de générateurs de la centrale de la ville de Bertoua. Une centrale qui n'a d'ailleurs qu'une capacité de 3 MW. Il faut dire qu'avec une capacité de moins de 1000 MW et produit à 80% par 3 barrages hydroélectriques, le Cameroun a de plus en plus de mal à couvrir les besoins en électricité des populations et des opérateurs économiques, alors qu'elle dispose de la 2e plus grande réserve hydraulique d'Afrique. Les travaux de construction de 3 autres centrales hydroélectriques annoncées en grande pompe en octobre 2006 à l'issue de négociations avec la Banque mondiale TAD a démarré. Modeste Mifenza, Yaoundé, Séninfo. Sur Séninfo, vivez toute l'actualité du sport. L'actualité du sport avec la Confédération africaine de football qui vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle compétition. Il s'agit du championnat d'Afrique des Nations qui débutera en 2008 et concernera uniquement les joueurs évoluant dans les championnats nationaux en Afrique. La CAF a annoncé le lancement de cette nouvelle compétition au continent africain. C'est lors de sa réunion de son comité exécutif tenu la semaine dernière à Johannesburg en Afrique du Sud. Le championnat vise à valoriser davantage le football pratiqué sur le sol africain et à donner l'opportunité aux joueurs de montrer leur talent au cours d'une grande compétition internationale. Les joueurs locaux donc, ce qui n'était pas le cas avec la CAN où la plupart des équipes alignent essentiellement des joueurs professionnels évoluant en Europe.